à cette réunion. Ok, pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et puis l'organisation de cette matinée qui va être consacrée effectivement à un sujet qui m'est cher, sur la question de l'autodétermination des personnes en situation de handicap et donc plus particulièrement ce matin sur les personnes en situation de polyhandicap. Je vais essayer de tenir le timing au maximum. Je vais certainement devoir accélérer puisque c'est déjà un défi de vous parler de tous ces sujets-là en 2 heures et en essayant également d'avoir des échanges entre nous. Ce que je vous propose, c'est aussi, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main et à un moment donné à m'arrêter pour qu'on puisse échanger sur des concepts ou des choses que je peux amener. Est-ce que déjà, en termes de partage, vous voyez bien le PowerPoint? Oui, c'est bon? Ok, Oui, je tout vois à des têtes, fait. je vois des têtes qui hochent, tout va bien. Ok. Alors écoutez, on y va. Je vais d'abord juste peut-être me présenter. Donc François Bernard, moi j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants qui ont 5 et 10 ans, qui m'occupent aussi une bonne partie de ma charge mentale. Et donc je dirige le GAPAS, qui est un organisme gestionnaire sur l'Île-de-France et le Hauts-de-France. On accueille tout type de personnes en situation de handicap. On a créé également notre centre de formation qui s'appelle Campus. Je vous en parlerai un petit peu après. Et donc, j'interviens également à la fois pour des organismes gestionnaires, mais également pour des ARS ou des départements sur les thématiques autour de l'autodétermination et de la transformation de l'offre, puisque c'est des sujets qu'on a beaucoup travaillé en interne et moi qui m'ont toujours passionné, ce qui m'a amené aussi dernièrement à publier un livre aux éditions Tom Pouce sur 100 idées pour transformer l'offre de services, qui avait pour vocation, en tout cas, à essayer de présenter des choses à la fois qu'on a pu mettre en place et puis des choses que j'ai pu voir à la fois en France et aussi à l'étranger, mais aussi des belles choses aussi en France, parce qu'il y a des choses aussi très bien aussi en France. Et j'anime également 2 podcasts, notamment un sur l'autodétermination, avec un peu plus d'une cinquantaine d'épisodes. Comme je vous le disais, on a créé notre centre de formation qui s'appelle Campus et qui a vraiment pour vocation d'accompagner tout type d'organisation, que ce soit public ou privé, associatif, fondation, vraiment sur toutes les pratiques inclusives. Et donc, on a des programmes de formation dans ce cadre-là. Et tous nos programmes de formation sont pilotés par ce que nous, on a appelé des directeurs scientifiques, qui sont des enseignants-chercheurs. L'objectif pour nous est d'allier les meilleures recherches universitaires et également les meilleures pratiques de terrain. Et donc, pour ce faire, on est accompagné, alors notamment sur l'autodétermination, par Martin Cahouette, qui est enseignant-chercheur, professeur à l'Université de Trois-Rivières au Québec. Daniel Boisvert nous accompagne sur toutes les dynamiques de transformation de l'offre. Sur l'école inclusive, également Serge Thomaset, qui est enseignant à Clermont-Ferrand. Et Sarah Zirari, elle nous accompagne sur ce qui est notamment la justice sociale, et notamment en lien avec le fait de pouvoir recruter ses propres salariés quand on est en situation de handicap et quand on est accueilli dans des établissements sociaux et médico-sociaux. Et on y reviendra après. Donc ça, c'est les différentes propositions qu'on peut faire au niveau du centre de formation. Donc vraiment d'accompagner toutes les pratiques inclusives au travers de programmes, notamment sur l'autodétermination, sur l'intervention par les pairs, qui est aussi un vrai sujet d'avenir, un sujet d'actualité, mais aussi d'avenir dans nos organisations. Et d'ailleurs, il me semble que la région Bourgogne-Franche-Comté va se lancer dans le projet hip-hop dans les prochaines semaines. Et nous, on a formé du coup des personnes dans ce cadre-là en Hauts-de-France. Et vraiment, il y a vraiment des belles choses à penser, à réfléchir dans ce cadre-là. Voilà. Puis après, on a d'autres formations sur toutes l'évolution des pratiques professionnelles, la bientraitance et la transformation de l'offre. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aurais déjà envie de vous demander qui a déjà lu entièrement la Convention internationale des droits relatifs aux personnes handicapées? Je vois que certains font déjà la moue. Rassurez-vous, vous êtes dans la moyenne de toutes les personnes que je peux rencontrer. Assez rares sont les personnes qui ont lu toute la Convention internationale.
Mais pour moi, c'est important de vous le présenter parce que si on veut comprendre les orientations des politiques publiques en France, il faut essayer de comprendre le contexte international. La France a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2010 et elle l'a ratifiée par son Parlement. Ça veut dire qu'on a l'obligation de mettre en conformité notre loi nationale par rapport à ces textes internationaux. Ces textes internationaux n'apportent pas plus, pas moins de droits pour les personnes, mais elles viennent en fait expliquer l'effectivité des droits, c'est-à-dire vraiment comment les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès à leurs droits, avec trois notions qui sont importantes. C'est la question de l'accessibilité et conception universelle, le principe de non-discrimination et la question des droits. Donc là, avec cette convention, quand on la lit, et on va avoir juste deux articles rapidement juste après, l'idée c'est vraiment que les personnes ne soient plus des objets de soins, mais des sujets de droit, et de pouvoir s'appuyer sur la conception universelle sur toutes les questions de handicap. Il faut savoir que les textes français, à 75%, notre loi française est issue de textes internationaux. Donc c'est pour ça qu'on voit régulièrement des enquêtes, des recommandations qui sont publiées à la France sur cette recommandation, enfin sur cette convention. Alors, il y a déjà le premier article, pour moi, qui est l'un des plus importants, c'est l'article 19 sur la question de l'autonomie. Cet article, il précise que tous les pays doivent reconnaître aux personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes et qu'on doit mettre en place des mesures efficaces et appropriées pour leur faciliter la pleine jouissance de ce droit et leur pleine intégration et la pleine participation à la société, notamment en permettant aux personnes de choisir sur la base de l'égalité avec les autres. Et ça, vous verrez, sur la base de l'égalité avec les autres, c'est vraiment un terme qui revient régulièrement dans la Convention. C'est-à-dire vraiment de dire, c'est pas plus par moins de droits que les autres, mais c'est vraiment sur une base d'égalité. Donc vraiment de pouvoir choisir leur lieu de résidence et où avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Alors déjà, quand on s'arrête rien qu'à ce premier alinéa-là, on peut déjà se poser des questions sur est-ce que déjà notre secteur médico-social, il permet vraiment aux personnes d'avoir un vrai choix, et encore plus pour les personnes polyhandicapées, parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'en gros, quand vous avez une place qui se libère à la fois dans un IME, un EAP ou dans une masse, ben, les familles ont plutôt intérêt quand même à prendre cette solution-là ou cet accompagnement-là, parce qu'on sait qu'on va retomber en liste d'attente. Donc déjà, on peut se poser la question de est-ce que vraiment les personnes et les familles Voilà. ont la possibilité. Alors n'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on évite les interférences. Ouais, merci. Donc vraiment, la question à se poser, c'est est-ce que les personnes ont vraiment cette possibilité de choix par rapport au lieu de résidence? Et aussi, est-ce qu'elles ont la possibilité de choisir avec qui elles vont vivre? Et ça, c'est souvent un retour que moi, je peux voir dans les établissements qu'on peut avoir, nous, en interne. On a souvent des demandes de personnes qui demandent à pouvoir changer de lieu de vie parce qu'à un moment donné, elles ont vécu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec les mêmes personnes et que le poids de la vie en collectivité a un impact beaucoup trop important par rapport à leur vie personnelle. Donc déjà, il faut se questionner, nous, sur est-ce qu'on permet aujourd'hui à ce que les personnes puissent choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre. Deuxième alinéa, c'est le fait de pouvoir avoir accès à des gammes de services et notamment des gammes de services à domicile. Là, c'est pareil. Est-ce que les personnes ont la possibilité d'avoir des accompagnements à domicile et qui soient suffisamment suffisants pour répondre à leurs besoins? Est-ce que ces services leur permettent de s'insérer? Et est-ce que ces services empêchent le fait d'être ségrégé ou d'être isolé chez soi? Aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à se développer sur des accompagnements de type masse hors les murs, femme hors les murs. On va essayer d'y revenir après. Il y a un vrai enjeu pour moi à développer ce type de solutions-là, qui sont des vraies réponses, notamment pour des jeunes, par exemple en amendement Creton dans les IME, et pour lesquels les familles ne souhaitent pas forcément toujours des places en hébergement dès l'âge de 20 ans. Et donc, dans cette question de l'accompagnement à domicile,
et notamment au domicile parental, il y a des choses à réfléchir sur également des accompagnements de type main sur les murs, ou avec la réforme également qui a eu lieu dernièrement sur les services autonomie à domicile, qui regroupe les SIAD et les SAD. Et enfin, le troisième alinéa de cet article sur l'autonomie, il dit en gros que les personnes doivent pouvoir accéder à tous les équipements et services destinés à la population générale, c'est-à-dire par exemple les salles de sport, les piscines, les bibliothèques, tout ce qui est mis à la disposition en fait du milieu ordinaire. Et bien là, c'est pareil, que ça puisse être adapté aux besoins et qu'elles puissent avoir accès. Donc là, c'est pareil, toujours se questionner. Quand on va, par exemple, à la piscine, est-ce qu'on peut y aller au même moment que les autres ou est-ce qu'il faut y aller uniquement à des créneaux qui nous sont réservés où il y a que des personnes en situation de handicap qui peuvent aller à ces créneaux-là? Quelquefois, ça peut avoir du sens pour un certain nombre de profils parce qu'il y a besoin de diminuer les troubles sensoriels, d'avoir des moments, en tout cas, privilégiés. Par exemple, je pense à la piscine, par exemple, si je pense à des profils autistes ou des personnes qui peuvent être très sensibles au bruit, ben, peut-être que ça peut avoir du sens. Mais peut-être que pour d'autres, ça peut avoir du sens aussi d'être au même moment que les autres. Donc ça, c'est un article pour moi qui est vraiment important sur la question de l'autonomie, déjà de se dire, bon, est-ce que par rapport à ce qui est demandé depuis 2006, hein, puisque la convention a été signée en 2006, donc elle a presque bientôt 20 ans. Où est-ce qu'on en est, nous, en France, dans l'organisation de notre secteur, par rapport à ce qui nous est demandé par la convention? C'est pour ça que vous avez quelquefois des remarques assez désobligeantes de l'ONU sur notre organisation et sur la manière dont on fonctionne aujourd'hui en France. L'article 24, c'est un article sur l'éducation. En gros, alors je vais pas forcément rentrer dans le détail de cet article, mais en gros, il dit que les personnes ne doivent pas être exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général et qu'il faut pouvoir adapter à la fois l'accès de l'enseignement primaire pour ces enfants-là, d'avoir accès dans la communauté où elles vivent à un enseignement primaire inclusif, gratuit, de qualité, également pour l'enseignement secondaire, et qu'il soit aménagé ce qu'on appelle les aménagements raisonnables en fonction des besoins. Alors c'est pour ça aussi qu'on a eu dernièrement les unités d'enseignement polyhandicap qui se sont développées sur les territoires. Ça reste encore assez faible en termes de développement, ce type de réponse-là. Il y a certainement lieu de regarder en termes d'évaluation l'accompagnement qui peut être proposé au niveau de l'éducation nationale et puis le lien avec le médico-social. Mais en tout cas, on nous pousse de plus en plus à nous rapprocher du médico-social, enfin pardon, de l'éducation nationale, et on voit bien qu'on est sur un chemin, ou en tout cas, il va y avoir des systèmes d'hybridation, où on va être de plus en plus rattaché au secteur éducation nationale, et il y a une vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faudra pas un jour que l'ensemble des établissements du secteur enfance, ou en tout cas des services, puisse être rattaché également au ministère de l'Éducation nationale. Donc on voit qu'on est sur un chemin, hein, si on regarde toute la réforme du travail adapté qu'il y a en ce moment, bah, on voit bien qu'on se rapproche de plus en plus du Code du travail. On est en train de sortir de plus en plus du Code de l'action sociale et des familles pour se rapprocher des droits qui sont pour tous salariés du Code du travail. Sur l'éducation, on va aussi dans ce cadre-là vers ce chemin-là. Et d'autant plus que, par exemple, lors de la dernière conférence nationale du handicap, en 2023, il y a eu une mesure qui a été adoptée sur le fait d'avoir 100 IME dans les écoles. Vous voyez, d'ici 2030, vous voyez, ça, c'est pour moi une première expérimentation, en tout cas une première volonté politique de dire essayons d'avoir des organisations où les écoles et le secteur spécialisé travaillent ensemble sur un projet commun. Hein, il n'est pas question d'avoir sur un même lieu un IME et une école et les deux se parlent pas, parce que ça n'a aucun sens. Mais vraiment essayer de travailler sur des projets qui permettent de rassembler les différentes expertises. Et à chaque fois qu'on a des unités d'enseignement dans les écoles, en tout cas moi je peux le voir, à chaque fois qu'on a des unités d'enseignement externalisées dans les écoles, on voit bien que nos professionnels médico-sociaux, évidemment, ils accompagnent les enfants qui nous sont confiés, mais combien de fois les enseignants des autres classes viennent nous voir en nous disant,
est-ce que tu peux pas venir voir tel ou tel enfant? Est-ce que la psychologue peut venir faire une petite observation de tel ou tel enfant? Parce que je peux être en difficulté par rapport aux outils pédagogiques que j'utilise. Et on voit bien que quand nos professionnels sont dans l'école, eh ben, ça a un vrai plus également, finalement, pour toute la communauté éducative et pour tous les enfants. Ça vous va, ça? D'abord, est-ce qu'il y a des remarques sur ces deux articles-là? Non. Non? Alors, je vous ai mis un lien, vous pourrez cliquer dessus. C'est des vidéos qui ont été faites par le gouvernement français, des vidéos faciles à regarder et à comprendre, qui sont sous-titrées également en LSF et qui permettent également de comprendre notamment l'article 24 et l'article 19 et de comprendre également en gros ce qu'est la Convention. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces vidéos-là parce que c'est des outils pédagogiques qui peuvent être utilisés à la fois pour les professionnels de terrain, pour les familles, mais aussi pour les personnes directement concernées, puisque c'est aussi nécessaire que les personnes qu'on accompagne puissent être informées de leurs droits. Est-ce qu'elles sont en droit aussi de demander, de revendiquer et de leur dire finalement comment elles peuvent avoir accès à leurs droits. Sur la question de la transformation de l'offre, on a, comme je vous le disais, un modèle institutionnel français qui est quand même beaucoup décrié par tout ce qui est organisation internationale. Donc, comme je vous le disais, il a quand même montré pour moi, en tout cas, ses limites sur le fait qu'il ne permet pas complètement aux personnes d'avoir accès à leurs droits. Et finalement, est-ce que les personnes ont vraiment le choix du lieu de vie où elles veulent habiter? Et est-ce qu'elles ont vraiment la possibilité de choisir avec qui elles vont habiter? Donc, on a des ambitions nationales depuis maintenant plusieurs années qui ont été développées. On est sur un chemin de la transformation de l'offre. Quand même, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore laissé au bon vouloir des acteurs associatifs de transformer son offre de service. En gros, si un organisme gestionnaire ne souhaite pas transformer son offre de service, ben, en gros, il lui arrive pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas encore développé suffisamment des outils dans ce cadre-là, et puis on a encore besoin aussi de convaincre, d'expliquer aussi le sens de pourquoi il faut transformer également l'offre de services, et de dire pourquoi en fait transformer l'offre de services permet de mieux répondre également à la question de l'accès aux droits des personnes. Et notamment depuis le Covid, en tout cas, moi, je remarque qu'il y a un manque de pilotage national sur cette question de la transformation de l'offre. Il y a des essais de pilotage plus ou moins avancés sur les territoires, notamment au niveau des agences régionales de santé, pour connaître un petit peu sur ce qui se passe sur l'Île-de-France. Là, il y a un vrai mouvement qui est engagé avec l'ARS Île-de-France. Et puis, il y a d'autres ARS qui commencent à s'y mettre et qui développe aussi des outils et aussi des organisations pour accompagner les organismes gestionnaires dans ce cadre-là. Alors, je n'ai pas connaissance de ce qui se passe sur la région Bourgogne-Franche-Comté, sur la question de la transformation de l'offre et de l'accompagnement des organismes gestionnaires. Mais en tout cas, on sait que pour avancer sur ces sujets-là, il y a besoin vraiment de prendre le temps et voilà, de mettre en place un certain nombre d'actions pour avancer sur ces sujets. Pour moi, il y a un sujet qui est important également dans la question de la transformation de l'offre. Vous voyez sur le modèle à gauche de votre écran, c'est pour moi le modèle aujourd'hui français qui est basé aujourd'hui beaucoup sur un modèle institutionnel d'établissement. On a des services à domicile et des petites unités qui commencent à se développer. On a les CESAD, on a les SAMSA qui sont développés depuis quelques années. On a des services à domicile de type maçon-les-murs, femme en lien-mur. Donc, ça commence à arriver. Et puis, il y a des nouveaux métiers qu'on voit apparaître sur les territoires, notamment les dispositifs de soutien à l'autodétermination, qu'on appelle les facilitateurs ou les assistants au parcours et projets de vie. Et donc là, sont vraiment des métiers qui vont permettre en fait de soutenir la demande à la fois des personnes et des familles, qui vont pas faire à la place des personnes ou de la famille, mais vraiment qui vont amener la personne à faire reconnaître ses droits et à faire entendre sa demande dans le cadre de son projet de vie. Donc pour moi, l'objectif de la transformation de l'offre, c'est finalement comment on va renverser un petit peu ce paradigme-là, ce système organisationnel où on va finalement essayer de repartir de la question de la demande de la personne, de sa famille, comment on va venir en soutien
du milieu ordinaire pour répondre d'abord aux besoins des personnes au regard des droits de chacun. Évidemment, on aura toujours des services à domicile, on aura toujours besoin d'accompagner les personnes sur les différents lieux de vie qu'ils peuvent fréquenter. L'idée aussi en termes d'hébergement pour moi, c'est de dire comment on peut réfléchir à des petites unités de vie et pas forcément des établissements de 60, 70, 80 personnes où le collectif peut prendre quelquefois le dessus sur l'accompagnement individuel. Et on aura toujours évidemment besoin d'établissements et d'institutions. Donc l'idée pour moi, c'est pas de dire il faut fermer les établissements, mais c'est de dire comment on essaye de renverser un petit peu ce paradigme-là en repartant d'abord de la question du soutien à l'autodétermination des personnes et de soutien à la demande. Donc l'enjeu opérationnel dans le cadre de la transformation de l'offre, il ne peut pas se résumer, comme c'est souvent le cas, au fait de structurer les choses en dispositif ou en pôle d'établissement ou d'une simple modification administrative. Ça ne peut pas être que ça. L'objectif de la transformation de l'offre, c'est vraiment d'engager l'offre de service dans une double direction qui est à la fois l'appui au droit commun, donc vraiment une nécessaire évolution inclusive, donc vraiment d'appuyer le droit commun dans l'accompagnement des personnes, et également de permettre aux personnes, dans le cadre du soutien à l'autodétermination, d'exprimer leurs choix et de les soutenir dans leurs capacités. Alors moi, j'aime bien, dans ce cadre-là, faire un petit peu un distinguo entre institution versus établissement. Et puis, c'est un mot qu'on entend beaucoup, la question de la désinstitutionnalisation, etc., etc. Alors moi, plutôt que de parler de désinstitutionnalisation ou de fermeture des établissements, j'aime bien parler de ce qu'on appelle la culture institutionnelle. Ça a été travaillé dans le cadre de recherche européenne. Et donc, plutôt que de caractériser une institution par sa taille, c'est-à-dire par le nombre de personnes qu'elle accompagne, qu'elle peut accueillir sur le lieu de vie, on va plutôt essayer de parler d'une culture institutionnelle. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui vient caractériser le fait qu'on est dans une organisation où la culture institutionnelle prend le dessus sur les droits des personnes. Et on parle notamment de la question de la dépersonnalisation de l'accompagnement. C'est-à-dire, quand vous vivez sur un lieu, est-ce que vous avez le retrait de vos effets personnels et des signes et des symboles de l'individualité? Est-ce que quand vous arrivez dans un établissement, vous pouvez choisir vos meubles? Est-ce que vous pouvez choisir la tapisserie? Est-ce que vous pouvez choisir la couleur de la peinture dans votre chambre? Quel pouvoir vous avez par rapport à ça? Ou est-ce que vous êtes obligé d'avoir l'ameublement d'établissement qui est le même pour tout le monde? Pareil sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Est-ce qu'il y a une rigidité dans la routine? Est-ce que je suis obligé de me lever à telle ou telle heure? Est-ce que je suis obligé de prendre mon petit déjeuner? Est-ce que je suis obligé de prendre mon petit déjeuner ou mes repas avec tout le monde? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai le droit, dans l'organisation de l'établissement, de prendre un repas sur l'extérieur avec ma famille ou dans ma chambre, dans mon studio? Est-ce que les activités que je peux suivre, est-ce qu'elles sont faites en fonction de mes préférences, de ce que j'aime, de ce que la famille a pu dire, des observations des professionnels qu'ils ont pu faire sur ce que j'aime, ou est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, l'organisation de l'établissement vient prendre le dessus sur mes préférences? Est-ce que je suis plutôt traité en groupe plutôt que de manière individuelle? Est-ce que mon intimité est respectée? Est-ce que j'ai le choix de la personne qui m'accompagne à la toilette? Est-ce que je peux dire non quand un intérimaire arrive le matin et que je ne le connais pas et que je n'ai pas envie de me retrouver nu devant lui? Est-ce que je suis entendu si à un moment donné, je n'ai pas envie d'avoir ce type d'accompagnement? Est-ce que je suis entendu si je demande de refuser un soin? Toutes ces questions-là, ça participe à un moment donné à la fois à la question de l'autodétermination, mais également de la culture institutionnelle. Et enfin, un terme que j'aime bien expliquer, c'est cette fameuse distance sociale. Dans notre secteur, on a beaucoup formé à la distance sociale, comme s'il fallait accompagner les gens à distance, comme s'il y avait une relation un peu asynchrone entre les professionnels de terrain et les personnes accompagnées, voilà, quelque chose qui symbolise finalement ce statut de différent entre les personnes qu'on accompagne et les professionnels. Et donc l'idée pour moi, c'est vraiment de dire, plutôt que de parler de distance
avec les personnes, mais parlons de bonne proximité avec les gens, parce qu'on sait que les gens, les professionnels de terrain, ils viennent travailler quand même avec leur tripes, avec leur cœur, et qu'il faut travailler, alors notamment avec le public polyhandicapé, vraiment de travailler sur cette bonne proximité, sur la bonne connaissance des besoins de la personne et de sa demande, et éviter cette question de la distance sociale qui, pour moi, voilà, euh, accompagne les gens de manière éloignée. On sait que quand on est dans ces cultures institutionnelles-là, bah, quand elles sont fortes, quand elles sont prédominantes par rapport aux droits des personnes, eh ben, ça entraîne des comportements passifs chez les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes ne font plus de demandes, n'osent plus demander, n'osent plus dire quand elles sont d'accord, quand elles ne sont pas d'accord. Et donc, elles s'adaptent dans ce système de normativité, elles s'adaptent à la norme du fonctionnement de l'établissement. Et donc, elles ont un comportement passif et voire apathique. Et de même pour les professionnels, hein. Certains suivent le même chemin, n'osent plus forcément re-questionner. Donc, il y a vraiment cette question-là de dire comment on peut travailler quand on réfléchit à la question de la transformation de l'offre et de là où on en est dans notre organisation. C'est est-ce qu'on est dans une culture institutionnelle ou pas, et comment on travaille sur ces sujets-là. Alors, je veux bien qu'on prenne 4-5 minutes d'échange là-dessus, parce que souvent, ça fait réagir quand je parle de la culture institutionnelle. Euh, euh, Pareil, j'ai pu intervenir une fois dans un organisme gestionnaire, il m'expliquait que dans une de leurs masses où ils accompagnaient des personnes polyhandicapées, ils commençaient à faire les couchers à partir de 19h30, parce qu'en fait, les surveillants de nuit ne voulaient pas faire des couchers à 21h ou 22h, et qu'on commençait à faire la mise au lit à 19h30. Et donc moi, je leur disais, mais attendez, mais qui dans la vie se couche à 19h30? Personne. Et donc, quelquefois, on fait subir en fait des choses aux personnes qu'on accompagne, parce que le fonctionnement amène ça, ou pour différentes raisons. Après, j'ai bien conscience qu'on est aussi tous contraints par les moyens que l'on a, par les coûts à la place qu'on peut avoir dans certains établissements, et que quelquefois, c'est ce fonctionnement-là qui s'impose aussi aux personnes, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais quand même, je pense qu'il faut se poser ces questions-là de comment notre établissement fonctionne, et comment les personnes vivent au quotidien dans nos établissements. Et peut-être qu'on peut prendre un petit temps d'échange là déjà sur ce sujet-là. Qui voudrait intervenir? Alors, je ne sais pas s'il y avait une main levée. Non, il n'y a pas de main levée. Est-ce que ça vous parle, ça, de la culture institutionnelle? Alors oui, je vais prendre la parole, Jean-Louis Sèvres. Oui, effectivement, oui, c'est quelque chose qui nous parle. On le verra tout à l'heure, effectivement, dans ce qu'on a pu travailler, et je parle sous le contrôle de Nadège Henrion, qui est avec nous, la directrice de la masse de Montbéliard, où effectivement, oui, le poids de l'institution et de la reconduction de certaines pratiques, c'est un des leviers, une des questions sur laquelle il faut revenir systématiquement, re-questionner le fonctionnement de l'établissement, et se dire est-ce qu'on ne fait pas les choses par habitude, par historique, entre guillemets, par poids de l'histoire, plutôt que d'aller questionner le choix des personnes. C'est le chemin sur lequel la masse, entre autres, mais ce n'est pas le seul établissement, et c'est engagé. Et il y a une partie du travail qui est à faire de ce côté-là, c'est clair. Madame Collin qui souhaitait intervenir. Oui, juste, en fait, je voulais, enfin, vous l'avez souligné, hein, il y a bien souvent la contrainte organisationnelle qui fait que dans les établissements, là, en premier lieu, en fait, on se pose la question au regard du taux d'absentéisme, on se pose la question de qui va être là ce soir pour assurer la nuit, qui va être là demain matin. Donc, et quand bien même on est affaire à des bonnes volontés, voilà, il y a une forte contrainte organisationnelle aujourd'hui, même si effectivement, je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a des leviers, une marge de souplesse, mais voilà, je trouve qu'on est quand même dans une réalité institutionnelle qui est compliquée aujourd'hui. Hmm. Madame Rodrigue.
Oui, bonjour. Alors moi, je voulais juste aussi souligner, comme vous l'avez dit, c'est qu'effectivement, les équipes viennent travailler avec leur trip. Et le constat que je fais moi aujourd'hui, c'est elles vivent mal aussi le fait de contraindre les résidents à un rythme institutionnel. Et c'est maltraitant aussi de leur côté. Et on y réfléchit. Par contre, au jour d'aujourd'hui, on sait pas trop comment faire pour contourner tout ça et que chacun y trouve son compte. Ok. Merci. Écoutez, merci de ces interventions. Effectivement, vous rencontrez ce que chaque établissement et service rencontre à un moment donné dans ce type d'organisation-là. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment déjà d'en avoir conscience et de dire comment on peut mettre en place des petites actions pour améliorer la qualité de vie des personnes au quotidien. Alors ça, je peux vous le présenter. C'est une échelle qu'on avait travaillé, nous, en interne sur la transformation de l'offre, notamment pour des établissements de type foyer de vie, foyer d'hébergement. On avait travaillé ça avec Daniel Boisvert, sur vraiment essayer de travailler sur le niveau qui nous paraissait le moins inclusif au plus inclusif. Et puis, on est venu essayer, au travers des thématiques de l'habitat, du travail, de la santé, des loisirs, de dire où est-ce qu'on en était par rapport à chaque service. Par exemple, vous voyez, on s'est rendu compte dans nos services d'accueil de jour qu'il y avait des activités qui étaient quand même des activités extrêmement occupationnelles et qui avaient uniquement il y avait uniquement les personnes handicapées qui faisaient du bowling le mardi matin. Il n'y a personne dans la vie, à part les personnes handicapées, qui font du bowling le mardi matin. Et on s'est dit, mais quel sens ça a pour elles d'aller faire cette activité-là à ce moment-là? Ce qui nous a amené vraiment à beaucoup réfléchir sur comment on peut transformer nos services d'accueil de jour et comment on peut permettre à des personnes, notamment qui ne travaillent pas, donc notamment pour des personnes qui vivent en femme, en masse ou en foyer de vie, quand même d'avoir un rôle social dans la société. On s'est formé à ce qu'on appelle à la VRS, à la valorisation des rôles sociaux, et on s'est dit, mais finalement, pour ces personnes-là, comment on peut aller chercher ce qu'elles savent faire, comment on peut être sur une présomption de compétences par rapport à elles, dans la manière dont on les regarde, plutôt que de parler d'invalidité ou de tout ce qu'elles ne savent pas faire, mais comment on peut essayer de s'appuyer sur leurs capacités et leurs compétences, et quand même essayer de leur permettre d'avoir un rôle social. Ça nous a amené donc vraiment à avoir une dynamique de transformation de l'offre assez importante. On a d'abord, nous, choisi de reformer tous nos salariés autour de 4 concepts qui sont pour nous essentiels. La question de la bientraitance, la valorisation des rôles sociaux, donc qui permet vraiment de travailler sur le fait d'avoir un rôle social, d'avoir des activités au même moment que les autres, de travailler sur le processus de production de handicap, donc c'est-à-dire vraiment comment l'environnement peut être facilitant, capacitant pour les personnes, mais comment à un moment donné, il peut aussi entraîner des situations de handicap, de se former sur l'autodétermination et également sur la question de la coopération, c'est-à-dire comment on va revoir nos processus managériaux pour favoriser l'autodétermination, mais comment aussi les équipes de terrain vont sortir également de la posture de quand j'ai un problème, je vais voir mon chef pour qu'il me trouve une solution, à être aussi autonome et responsable pour pas être dans ce système de dépendance où quand je veux faire quelque chose, il faut forcément que j'aille voir le cadre pour prendre une quelconque initiative, parce qu'on sait aujourd'hui que si les équipes sont dans ces organisations-là pyramidales hiérarchiques, où tout doit remonter au chef pour prendre une quelconque initiative, et bien de fait, elles vont reproduire la même chose auprès des personnes accompagnées. C'est-à-dire que quand vous travaillez à la question de l'autodétermination des personnes accompagnées avec les équipes de terrain, il faut revoir absolument les processus managériaux et la question des postures professionnelles, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si les équipes de terrain sont dans des organisations très dépendantes, très verticales, elles vont de fait reproduire la même chose auprès des personnes accompagnées. Donc ça, il faut aussi, pour nous, ça a été essentiel de se re-questionner sur notre organisation. On a développé également un service qui s'appelle Cap Inclusion,
qui a pour objectif d'accompagner des enfants lourdement handicapés. Donc, ça peut être du polyhandicap ou de l'autisme avec des gros troubles graves du comportement. Là, l'objectif, c'était de dire, ces enfants-là, on peut les accompagner en milieu ordinaire, mais il va falloir y mettre les moyens. Et donc, on a réussi avec l'ARS à avoir un financement à hauteur de 2500 heures par an, par enfant, ce qui représente à peu près 10 heures d'accompagnement tous les jours. C'est un coût à la place qui est assez élevé, puisqu'on est à 110 000 € la place à l'année par enfant. Mais l'objectif, c'était vraiment de dire, d'abord, l'accompagnement en milieu ordinaire avec ce public-là, il est possible, mais il faut y mettre les moyens. Et on a fait également une mesure d'impact social et une mesure des coûts évités. C'est-à-dire qu'on est venu démontrer que oui, ça coûte cher à l'ARS à hauteur de 110 000 €, mais d'un point de vue sociétal, quand on met bout à bout tous les coûts évités en fait pour la société, ça coûte moins cher à la société de financer ce type de dispositif-là. Pourquoi? Parce que avec ce dispositif-là, vous avez notamment des mamans qui ont retrouvé un travail. Ça veut dire que il y a plus d'allocation chômage, il n'y a plus de RSA. Les mamans ont un salaire et donc il y a des charges sociales et patronales qui sont à compter également dans les coûts évités. Il y a moins d'hospitalisation, il y a moins par exemple de PCH. Et donc quand on regarde, quand on fait une étude des coûts évités, on se rend compte que oui, effectivement, ça coûte 110 000 € à l'ARS et donc on pourrait se dire que ça coûte très cher par rapport à d'autres types d'accompagnement. Mais si on regarde d'un point de vue macro, ça coûte moins cher. Et pour moi, ça c'est nécessaire en termes de politique publique qu'on arrive aujourd'hui à se dire arrêtons de réfléchir en silo ou en fonction du financeur, mais regardons d'un point de vue macro combien ça coûte. Parce que ces enfants-là, le fait d'être accompagnés de manière intensive sur tout le secteur en France, puisque c'est un service de 2 à 20 ans, c'est des enfants qui, au final, peut-être dans le secteur adulte, on ne le sait pas encore puisque ça a 4 ans d'existence, mais peut-être qu'elles, entre guillemets, coûteront moins cher également dans le secteur adulte. En tout cas, c'est un peu le pari qu'on prend aujourd'hui. On a développé aussi un premier habitat inclusif pour des personnes plurihandicapées, voire polyhandicapées. Il a ouvert en fin d'année 2023 dans le Pas-de-Calais. Là, on avait aussi, nous, des demandes de personnes qui vivaient en masse et qui ne voulaient plus vivre là. Qui nous disaient, moi, le collectif, j'en ai ras-le-bol. Ça fait 20 ans que je vis ici et je voudrais avoir mon chez-moi. Et je voudrais pouvoir maîtriser les personnes qui m'accompagnent au jour le jour. Et donc, on a travaillé sur ce projet-là également avec des parents qui ont été à l'initiative de ce projet-là. Et donc, on a ouvert ce premier habitat inclusif pour 6 personnes. Et on a 3 personnes de masse qui sont sorties de la masse pour aller vivre en habitat inclusif. Et donc, on a un accompagnement 24 heures sur 24 avec un service d'aide à domicile et une coordination également de projet. Et un grand projet de parcours sur cet habitat. On a également créé des places de masse hors les murs. Là, c'était également une volonté, notamment pour des très jeunes, des personnes qui souhaitaient sortir du secteur enfance, parce que plus de 20 ans, mais ne voulaient pas forcément se retrouver en établissement médico-social, notamment avec des gens beaucoup plus âgés. Je suis sûr que vous avez ces problématiques-là, vous aussi, de jeunes qui souhaitent pas forcément se retrouver avec des gens de 40-50 ans, ce qu'on peut aussi tout à fait comprendre. Et donc, on a développé ces accompagnements de masse hors les murs. Et l'idée, c'est aussi de se dire, dans la question de la transformation de l'offre, comment on va aussi vers des plateformes de services coordonnés, où on peut avoir de l'accompagnement à domicile de manière intensive. On peut aussi avoir de l'accueil séquentiel sur l'établissement quand il y a besoin, à la fois sur l'accueil du jour, mais aussi sur l'hébergement. L'idée étant de vraiment de repartir de la demande de la personne et de sa famille. Je vais tenter de vous présenter une vidéo sur la masse hors les murs, et puis on pourra en reparler juste après. Alors, hop. J'espère qu'au niveau du son, vous entendrez. En tout cas, au pire, il y a les sous-titres.
Vous voyez la vidéo? Oui. Ok. Alors, je vais la lancer. On n'a pas de son du tout, hein. Alors, attendez, excusez-moi. Euh, je sais ce que j'ai fait. J'ai pas refait inclure le son. Je me suis encore fait avoir. Excusez-moi, on recommence. Depuis que Myriam elle est avec la masse hors le mur, de plus en plus elle est développée. Le voir, c'est pas comme avant. Le dispositif de la masse hors les murs s'inscrit pleinement dans le projet Vision, dans la transformation de l'offre, avec une réelle volonté de proposer aux personnes un accompagnement adapté, sur mesure, souple, en fonction des besoins de chacun, évalué avec elles, avec eux, avec les familles, avec une vision et un projet de permettre à la personne d'être incluse dans la société au sens large. Elle a bien, comme on dit, surtout avec ces séances d'équithérapie, je le vois très contente et fière. Je vois le cheval, il vient se... Elle parle, Myriam, avec le cheval, ou elle a mal, il le fait... Même, elle devient calme, elle se rassure. C'est très très bien quand même. Je le vois, je suis fière quand même. Quand je vois ma fille comme ça, elle est contente, elle est fière. On est là pour coordonner et répondre à toute urgence. Voilà, et surtout à répondre aussi à l'autodétermination, à ce que veut la personne accompagnée, tout en respectant justement les choix des parents, le domicile, puisque là, on est vraiment chez eux. Donc, un des avantages de notre accompagnement hors les murs, c'est d'avoir une grande souplesse, une grande réactivité. C'est-à-dire qu'on peut, si on intervient sur une journée dans laquelle il peut se passer plein de choses, on part avec un véhicule toute la journée et on peut répondre à tout type de demande de la famille. Voilà, c'est-à-dire que si le matin on a un accompagnement au domicile et que les parents à un moment ont un impératif ou voilà, changent leur emploi du temps, voilà, on peut tout à fait réajuster notre accompagnement immédiatement. Il a commencé masse augmente à partir du 1er août. Ça me permet de récupérer ma vie en couple, en famille, entre les copines. Ça nous enrichit notre vie sociale. Quand on accompagne les personnes, on n'accompagne pas que la personne, on accompagne aussi ses proches, sa famille, et on accepte aussi tout ce qui gravite autour d'elle. Donc autant les professionnels de santé qui le suivaient déjà, autant les diverses activités dans lesquelles ils baignaient déjà depuis longtemps ou non, ou des choses qu'on développe. Mais justement, c'est à la masse sur le mur, c'est le fait d'accepter tout l'accompagnement dans sa globalité, justement. Mateusz, il sort beaucoup plus volontairement depuis quand il est avec l'équipe. Moi, je vois à sa façon de me remercier. Maman, je fais ça. Je suis contente. Alors, moi, je suis la maman de Théo, qui a 21 ans. Il est arrivé à la masse sur les murs en
septembre, je pense. Tout se passe très bien. Maintenant, Théo évolue très bien. Il fait plein d'activités. Donc, c'est lui qui choisit ses activités. Là, il aime la musculation. Nous, ça nous fait énormément bien de le voir évoluer comme ça. Il est devenu un homme. Il prend ses décisions lui-même. C'est une belle aventure. J'espère qu'elle continuera parce que vraiment, je suis émue. Parce que Théo, il est vraiment heureux. Voilà, hop. Alors, le temps que je me réorganise. Voilà, donc ça, c'est le dispositif de masse hors les murs. Ça répond vraiment bien aux attentes des personnes. Et alors, attendez, excusez-moi. Hop. Voilà, pardon. Donc, je disais, ça répondait bien aux besoins des personnes et c'est vraiment des services qu'on va encore développer, là, notamment dans le cadre des 50 000 nouvelles solutions qui vont être développées là, sur les territoires. On a une attente assez forte à la fois côté ARS, mais aussi de notre côté et côté famille, de pouvoir répondre notamment aux jeunes qui sont en amendement Creton dans les établissements, d'avoir en tout cas ces modalités de réponse aujourd'hui, avant d'envisager de l'hébergement ou de l'habitat inclusif avec ce type de dispositif, hein. On est en train, nous, de réfléchir à l'habitat inclusif aussi avec des types d'accompagnement de type masse sur les murs. Donc, bon, moi, j'aime bien tester des choses un peu hybrides, de ne pas forcément respecter toujours les cases et les cadres qu'on me donne. Mon objectif à moi, c'est toujours de dire, repartons de la demande des personnes et on doit s'adapter à chaque fois à ça. Donc, je ne sais pas si vous avez ce type de dispositif. Oui, je vois quelqu'un a levé la main. Monsieur Mazla. Oui, bonjour. J'aurais voulu simplement connaître les moyens que vous avez sur ce genre de dispositif, le nombre de professionnels qui sont intégrés à ce dispositif et puis le coût à la place que ça peut représenter. Alors, le coût à la place, on est à 75 000 € pour une masse hors les murs. D'accord. Après, vous allez retrouver les mêmes professionnels, AMP, AS, infirmière cordeau, éduc sportif. Vous allez avoir ce même type de professionnel-là que vous pouvez avoir dans les établissements. L'objectif pour nous, c'est aussi déformé aussi de dire, vous n'êtes plus dans un établissement, vous allez être à domicile. Et donc, ça veut dire être en grande proximité avec la famille. Ça veut dire intervenir soit très tôt, soit très tard, soit au milieu. Ça veut dire quelquefois, vous allez être dans des situations un peu cocasses où la famille sera en pyjama parce que c'est le matin et vous serez là en tant que professionnel. Il va falloir accepter aussi cette proximité-là, si je puis dire, aussi avec la famille. Ce qui n'est pas toujours simple parce que les professionnels, en tout cas, ont été souvent habitués à travailler en établissement et donc à être en équipe. Donc, il y a aussi d'accepter cette question de la solitude aussi, quelquefois, par rapport à l'accompagnement. Mais beaucoup de professionnels nous ont dit, par contre, j'ai le temps, je ne suis pas dans une urgence de l'accompagnement, j'ai le temps d'accompagner la personne en fonction de son rythme et surtout, je la vois progresser très vite. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est vrai qu'il y a cet enjeu de la solitude, il nous faut pouvoir mettre en place des communautés de pratique autour de l'autodétermination. C'est ce qu'on fait, hein. Par exemple, moi, je ne fais plus d'analyse de pratique, hein, par exemple, où les gens font que se plaindre et il n'y a rien qui va bien et le cadre, il est nul et la direction, ça ne va jamais. Donc ça, on a arrêté, hein, c'est bon. Et on fait maintenant des communautés de pratique sur l'autodétermination, c'est-à-dire qu'on reprend les défis que peuvent rencontrer les professionnels sur l'accompagnement et on essaye de faire le lien avec l'autodé. D'accord. Donc c'est voilà. bien une équipe mobile qui est dédiée à ces personnes qui sont accompagnées hors les murs. Ce ne sont pas des professionnels qui font partie d'un établissement et qui se détachent sur les différents domiciles. Alors, c'est plutôt majoritairement une équipe mobile qui intervient,
Mais n'hésitez pas non plus à avoir quelquefois des professionnels des établissements qui puissent aussi faire ce type d'accompagnement, parce que ça peut avoir des enjeux pour vous sur la diminution des risques d'inaptitude, aussi parce qu'on a souvent des professionnels qui ont du mal à faire toute une carrière en masse et en établissement. Donc il y a des enjeux aussi sur les parcours professionnels par rapport à ça. Ça peut permettre aussi à des pros, par exemple, d'avoir à 80% en établissement et à 20% en massant les murs, et donc du coup d'avoir aussi, de sortir un peu de la routine quelquefois également de l'établissement. Alors on a majoritairement des gens à temps plein sur la masseur des murs, mais il peut y avoir aussi quelquefois ces enjeux-là qui sont plus quelquefois des enjeux RH. Oui, tout à fait. Et puis, donc, la possibilité de venir dans une masse standard, on va dire, institutionnelle pour des accueils de jour et d'hébergement malgré tout. Tout à fait, de l'accueil tempo, par exemple. Ok. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà, et c'est aussi de se dire, on peut aussi accompagner les familles sur les lieux de vacances avec l'éducateur qui va sur le lieu de vacances avec la famille. Où le jeune, il est aussi accompagné sur le lieu de vacances pour permettre à la fois à la famille d'avoir des temps de relais et de répit également avec ses autres enfants, mais aussi que la personne en situation de handicap, de polyhandicap, puisse aussi être accompagnée par un professionnel qui le connaît bien. En fait, ce qui est important pour nous, et à la fois pour la main sur les murs, mais aussi pour Cap Inclusion sur le secteur enfance, c'est d'éviter le saucissonnage de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu que vous fréquentez, vous avez quelquefois des accompagnements différents. Là, pour nous, ce qui était important, et notamment pour Cap Inclusion, c'était de dire le jeune, il a un binôme d'éducateurs qui l'accompagne sur tous les lieux qu'il peut fréquenter, que ce soit l'école, la maison, les rendez-vous paramédicaux, le sport, la bibliothèque. C'est toujours l'un des deux éducateurs qui est présent. Et on voit bien qu'il y a des vrais progrès, en fait, en termes d'apprentissage et d'autonomie. Et même au niveau cognitif, d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la masse sur les murs? Alors, je propose qu'on parle maintenant un peu d'autodétermination. Ah oui, bah ça, j'aurais bien vous le présenter aussi. En fait, oui, je vais quand même vous présenter ça. Dans une de nos masses, on a développé le recrutement par les personnes accompagnées. En fait, c'est une directrice qui est allée en Suède lors d'un voyage apprenant qui avait été financé par la CNSA. Et bon, en gros, dans les pays nordiques et notamment en Suède, il n'y a pas beaucoup d'établissements comme les masses. Les personnes ont ce qu'on appelle des assistants personnels d'accompagnement, et ce sont les personnes qui recrutent elles-mêmes leurs propres salariés. Et donc, quand la directrice de la masse est revenue après ce voyage-là, elle s'est dit, mais pourquoi nous, dans nos établissements, pourquoi moi, dans la masse, les personnes ne pourraient-elles pas participer au recrutement de leurs propres professionnels? Et donc, on s'est dit, bah, chiche, on va le faire, on va tenter. Au pire, ça marche, comme je dis souvent. Et donc, on s'est appuyé sur un cabinet en ressources humaines pour former des personnes de la masse à recruter. Vous verrez dans la vidéo que je vais vous présenter, il y a des personnes qui ont accès au langage oral. Vous avez des personnes aussi qui n'ont pas accès au langage oral. Alors après, on pourrait se questionner aussi sur la définition du polyhandicap. Il y a des personnes qui participent au recrutement sont pas forcément des personnes polyhandicapées avec des déficiences profondes. Vous avez des personnes qui peuvent avoir des déficiences moyennes, voire légères. Mais ce qui est important pour moi de vous présenter, c'est la démarche et de vous dire que les personnes, sur le recrutement de leur propre personnel, elles ont des choses à nous apprendre, elles ont des choses à nous dire sur de quoi elles ont besoin en termes d'accompagnement à la vie quotidienne. Donc, je vais essayer de vous présenter cette vidéo. On est resté sur le côté souvent. Moi, en tant que recruteur, je cherche le mot là pour l'œuvre.
Au sein du hameau, nous avons mis en place un groupe de résidents qui font passer les entretiens de recrutement. Et ce groupe s'appelle les recruteurs. L'idée est venue de Suède. Les personnes pour handicapées ont des assistants personnels qu'elles recrutent elles-mêmes si elles le souhaitent. Qui mieux qu'elles sont concernées par leur quotidien et par ce dont elles ont besoin. Nous nous sommes rapprochés d'un cabinet en ressources humaines. Ce cabinet a entamé une formation avec pour objectif d'apprendre aux personnes comment on accueille un candidat, comment on recherche une aptitude, comment on recherche des compétences. Donc maintenant, on va passer à la fiche de préparation de l'entretien de recrutement. C'est bon pour vous? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, là, on a lu l'annonce, on ne l'a pas, bien entendu, mais on a lu la fiche de poste, le CV, la lettre de motivation. Maintenant, on va préparer les aptitudes recherchées par ordre de préférence. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez à l'aptitude la plus importante pour vous en tant que résident. Le plus important, c'est la communication et le quotidien. Ils vont rechercher pour un aide-soignant une personne qui est douce. Ils sont fort soucieux aussi du quotidien en fait. Est-ce que vous savez manipuler l'appareillage? Qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement vie sexuelle et affective? Parce que ça c'est super important pour eux. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour Julia, bonjour Jérôme, bonjour Anthony. Donc, ils ont 5 questions. On va te les poser. Prends le temps d'y répondre parce que moi, il faut que je prenne des notes. Et à la fin de toutes les questions qu'on aura posées avec les résidents, si toi, tu as des questions à leur poser, tu peux. Pourquoi un résident a-t-il besoin de douceur durant sa prise en charge, notamment pendant la toilette? On essaye de s'adapter à leur pathologie et de faire attention à justement pas les blesser. Et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Parce qu'ils ont déjà mal comme ça, alors on ne va pas faire des mouvements brusques et leur faire encore plus mal. C'est pas la peine. Et souvent, c'est nos qualités qu'on demande. Là, on demande directement qu'est-ce que la sympathie pour savoir si oui, on l'a ou non, on ne l'a pas. Donc là, ils vont directement au but de ce qu'ils cherchent. Pour ma part, ça a vraiment été une belle surprise. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme une récompense quelque part. Avant d'être des personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui ont le droit de faire des choix concernant leur projet de vie. Du coup, ouais, c'était une récompense, un cadeau. Donc j'étais très émue. Il y a des fois, ils nous ont dit, hein, non, on le sent pas. Donc on les a suivis. Ça les fait placer au même niveau que nous. Nous ne saurions plus aujourd'hui recruter sans les recruteurs. Il faut être en capacité de lâcher aussi, lâcher des choses, lâcher du pouvoir. Moi, ça met en valeur personnes handicapées aussi. Je suis fier. Voilà, donc ça, c'est le recrutement par les personnes accompagnées. Aujourd'hui, donc c'est un dispositif qu'on a mis en place en 2018 et qu'on est en train d'essaimer sur tous nos établissements. Nous, on a pris la décision que maintenant, tous les personnes en situation de handicap devaient participer au recrutement de leurs propres professionnels. Et ça vaut pour tous les postes, hein. De l'agent d'entretien, aide-soignant, éducateur, au directeur, même au directeur régional et aux directions au siège. Parce que justement, les personnes, elles ont des critères de recrutement qui sont quelquefois pas forcément les mêmes que les nôtres. Vous voyez, dans les vidéos, ils parlent de la question de la douceur. Moi, c'est une question que j'ai jamais posée en recrutement. Est-ce que la personne est douce? Et donc ça, je trouve qu'il y a pour moi en fait des enjeux à se dire comment on peut permettre justement aux personnes d'avoir du contrôle en fait sur leur vie, d'avoir un vrai pouvoir d'agir
sur les personnes qui les accompagnent. Et finalement, elles sont aussi bien placées que nous pour donner leur avis. Évidemment, ça n'a pas retiré du pouvoir de direction, ça n'a pas retiré de responsabilité auprès des équipes de direction, puisque c'est toujours le directeur ou la directrice qui signe le contrat de travail et qui fait le choix du candidat retenu, mais on le fait à chaque fois avec les recruteurs. Et on en est même arrivé où on demande aux personnes accompagnées de valider la période d'essai de chaque personne recrutée, puisqu'on sait bien que le recrutement ne se termine pas le premier jour de l'arrivée de la personne, mais se termine le jour de la fin de la période d'essai. Et donc, on demande à chaque fois l'avis des personnes pour valider la période d'essai. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur le fait de faire participer les personnes au recrutement de leurs propres professionnels? Ou des remarques? Des questions, non. Une remarque, c'est une excellente initiative et pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Oui, c'est souvent les retours que je peux avoir. Effectivement, moi-même, quand on a démarré, je me suis dit, mais c'est vrai, mais pourquoi on ne le fait pas, quoi? Et même avec des jeunes en IME, nous, on commence à le faire avec des jeunes de 15 à 20 ans. On leur demande en fait aussi de participer au recrutement. Là, on l'a fait pour un directeur d'un IME à Évry, où les jeunes ont aussi préparé des questions qu'ils souhaitaient poser aux candidats qui postulaient en tant que directeur de l'IME. Et c'est très intéressant aussi de voir les questions qu'ils peuvent poser et quelquefois des choses qui sont aussi de l'ordre de l'humour ou de l'humoristique. Je me souviens d'un jeune qui avait demandé au candidat si est-ce que le directeur a de l'humour, est-ce que le directeur va passer les voir sur les groupes, ou est-ce que c'est plutôt un directeur qui est dans son bureau, par exemple. Et ça, pour les enfants, par exemple, c'était important de le savoir, quel était un petit peu le style. Encore une fois, on n'a pas retiré de pouvoir auprès des équipes de direction, c'est qu'on a partagé la prise de décision. Et on a partagé, donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Ça ne vient pas remplacer les professionnels de terrain ou les équipes de direction. Après, ça apporte aussi une certaine culture interne, hein, ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Ça remet pour moi aussi sur un pied d'égalité les personnes en situation de handicap et les personnes qui les accompagnent. Et aussi, ça participe aussi pour moi à la question de l'attractivité des métiers, parce qu'on a aussi maintenant des professionnels qui candidatent chez nous parce qu'on est dans ces types de dynamiques-là. Et donc, ça attire aussi des candidats aussi dans les établissements, parce qu'il y a cette culture interne de dire on repart de la demande vraiment et du choix et de la question de ce que veulent les personnes pour leur propre vie. Ça vous va, ça? Il y a quelques remarques dans la conversation par rapport à comment sont sélectionnés les recruteurs et quels sont les critères. Alors, on est reparti sur un appel d'initiative. Enfin, c'est un appel interne. On a demandé aux 40 résidents de la masse qui souhaitaient être formés. Et il y en a 8 qui se sont manifestés et les 8 sont toujours présents aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois maintenant dans les autres établissements. On fait un appel à candidature. Alors, les critères de sélection, c'est d'abord l'envie, hein. Est-ce que la personne a envie de participer à ça? Et même à l'issue de la formation de comment on recrute, les personnes peuvent aussi nous dire, finalement, j'ai plus envie, et ça, c'est OK aussi, hein. Il faut aussi accepter qu'après la formation, les personnes n'aient pas forcément envie de participer à ça. Alors, je continue parce qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses à voir. On va maintenant parler de la question de l'autodétermination. Alors, trois principaux éléments de l'autodétermination qui sont importantes. Souvent, on pense que l'autodétermination, c'est choisir ou c'est le pouvoir d'agir. Souvent, on réduit quelquefois l'autodé
à ça. Alors, c'est vrai que ça fait partie de l'autodétermination, la question des choix, mais ce n'est pas que ça. L'autodétermination, c'est aussi vraiment la perception et la volonté d'avoir du contrôle sur des domaines de vie qui sont importants pour soi. Et les domaines de vie qui sont importants, bah, ça varie d'une personne à une autre. Peut-être que pour vous, c'est important de choisir ce que vous allez manger le midi. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas important. Peut-être que c'est important pour une personne de pouvoir choisir la manière dont elle est habillée le matin. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas important. Et donc, la question de l'autodétermination, c'est vraiment, pour chaque personne que l'on accompagne, vraiment essayer de déterminer quels sont les domaines de vie qui sont importants pour elle. Et en fonction de ça, comment elle va pouvoir exercer du contrôle, avoir ce sentiment de contrôle pour prendre ses décisions sur ces domaines de vie-là. Et donc, il y a des décisions qui sont importantes, c'est-à-dire comment choisir avec qui on va partager notre vie, puis des décisions qui ont moins d'impact. Donc là, toujours essayer d'imaginer aussi pour soi, si on décidait toujours pour vous ce que vous deviez faire, là où vous devriez aller, avec qui vous voulez vivre, comment vous êtes habillé, est-ce que vous accepteriez à chaque fois qu'on décide à votre place. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir exercer cette autodétermination sans ce qu'on appelle l'influence externe indue, c'est-à-dire vraiment de garder son libre arbitre. C'est souvent quand on dit à quelqu'un, bah, vous savez, ce serait bien pour toi que tu fasses tel ou tel choix ou que tu prennes telle ou telle décision. Alors souvent, en tant que parent, on le fait assez naturellement auprès de ses enfants. On dit, ben, j'aimerais bien que tu fasses ça ou j'aimerais bien que tu fasses tel ou tel choix ou que tu fréquentes telle ou telle personne. Mais ce qui est bon pour soi ou nos propres choix ne sont. Il n'y a que nous qui pouvons le dire. Alors, il n'y a pas d'autodétermination absolue. On est toujours influencé par l'environnement dans lequel on vit, par la société dans laquelle on grandit, par l'environnement et puis par l'éducation qu'on a eue. Mais ce qui est important, c'est d'éviter de transmettre à la personne ce qui serait bon pour elle. Et ça, c'est pas toujours évident parce que, alors notamment pour les personnes les plus vulnérables, on pourrait avoir tendance à être dans une forme de surprotection ou en tout cas de protéger énormément les personnes. Et donc, dans ce cadre-là, c'est toujours aussi de réfléchir en disant, mais comment on permet aux personnes de prendre des risques par rapport à leur propre vie et comment on accompagne aussi à la fois les réussites, mais aussi les échecs. On a tous vécu des moments d'échec dans notre vie. Et c'est comment on en fait des moments d'apprentissage plutôt que de dire, ah bah, tu vois, je t'avais bien dit que ça n'allait pas marcher ou tu n'aurais pas dû faire tel ou tel choix. Pour moi, ça, c'est vraiment important dans les postures professionnelles qu'on puisse permettre finalement aux personnes de poser des actions qui vont façonner le cours de leur vie. Donc vraiment, être autodéterminé, c'est vraiment être le maître d'œuvre de sa vie, c'est être l'auteur de sa vie. C'est pas uniquement être acteur de sa vie, c'est être l'auteur, c'est-à-dire vraiment de pouvoir dire, bah, je veux pouvoir faire telle ou telle action, je veux pouvoir faire tel ou tel choix, je veux pouvoir essayer telle ou telle chose. Et donc ça, pour moi, c'est nécessaire aussi, même avec les personnes les plus vulnérables, de se dire comment on leur permet de vivre des expériences et comment on fait des feedbacks par rapport à ces expériences-là. Pour les personnes polyhandicapées, évidemment, ça va être des petites choses du quotidien. Ça va être, est-ce que la personne, elle peut choisir le moment du lever? Est-ce qu'elle peut choisir comment elle est habillée le matin? Est-ce qu'elle peut choisir qui l'accompagne? Est-ce qu'elle peut choisir l'activité qu'elle va faire? Est-ce qu'elle peut choisir de partir en vacances dans tel ou tel lieu Donc, c'est vraiment, c'est pas des grandes choses, hein. C'est vraiment quelquefois des petites choses du quotidien. Vraiment, est-ce que la personne a la perception, le sentiment d'avoir du contrôle sur les domaines de vie qui sont importants pour elle? S'autodéterminer, c'est un besoin qu'on a tout au long de la vie et qu'on apprend tout au long de la vie à s'autodéterminer. Et on va le voir après, hein, de la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie. Comment on passe d'activités qui occupent des activités qui font sens, et à la fois pour les personnes qu'on accompagne, et puis comment on passe du placement à l'hébergement ou vraiment avoir un chez-soi. Et quand on réfléchit sur la question de qu'est-ce que ça veut dire avoir un chez-soi, eh bien pour tout à chacun, on va y mettre du sens derrière ça. Et on va essayer derrière d'avoir un fonctionnement également qui puisse permettre vraiment aux personnes d'avoir ce sentiment de contrôle, d'avoir un chez-soi.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment vous avez vécu, vous, le premier confinement lors de la période Covid, mais moi, je sais que le fait qu'on m'ait retiré ma liberté d'aller et venir, de ne pouvoir sortir qu'à 1 kilomètre autour de chez moi, pas plus d'1 heure par jour, ça a été quelque chose d'horrible à vivre. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on m'a retiré, en fait, cette liberté de pouvoir sortir, de pouvoir rencontrer des gens. Et je me suis dit quelquefois, finalement, au travers de cette expérience-là du confinement, est-ce que quelquefois on ne fait pas vivre ça aussi dans nos organisations aux personnes qu'on accompagne? Est-ce que quelquefois elles ne sont pas dans des confinements permanents dans nos établissements parce qu'elles n'ont pas assez ou pas suffisamment de contrôle sur leur vie? Comment on répond à la question de la liberté d'aller et venir des personnes dans des établissements, avec l'injonction paradoxale que l'on a en tant que directeur, qui est aussi d'assurer la protection des personnes? Parce que ça aussi, hein, c'est une chose qui est compliquée aussi pour les équipes de direction, c'est que vous devez à la fois assurer la liberté d'aller et venir, mais vous devez aussi assurer la protection des personnes. Mais comment on permet aux personnes d'avoir des expériences et avoir des actions qui vont façonner le cours de leur vie? L'autodétermination, je vous l'ai dit, c'est un besoin tout au long de la vie, de la toute petite enfance, quand l'enfant commence à réclamer, à demander à manger, à réclamer de la présence, c'est une manière de s'autodéterminer. Et on sait bien que quand il pleure, il attend une réponse à ce besoin-là. Et on sait bien que quelquefois, c'est plutôt inquiétant quand un enfant ne pleure pas pour nous indiquer qu'il a besoin de quelque chose. Et puis arrive après l'âge de 2-3 ans où le non commence à arriver. Et le non, c'est aussi une manière de s'autodéterminer, apprendre à dire non à quelque chose. Et c'est vrai aussi pour l'âge adulte et c'est vrai aussi pour les personnes handicapées. Est-ce qu'elles ont la possibilité de dire non? Et comment on entend quelquefois un non aussi dans nos organisations? Il vient un merveilleux âge qui est la question de l'adolescence, où on remet tout en cause, où on fait exploser les codes, où on re-questionne également le cadre, hein. Et ça, c'est important aussi de se dire qu'on s'autodétermine toujours dans un cadre. On ne s'autodétermine pas dans l'absolu. La question est de se dire comment ce cadre-là, il évolue en fonction de l'âge aussi de la personne. Le cadre ne va pas être le même pour un enfant de 2 ans, pour un enfant de 15 ans, que pour un jeune adulte ou pour une personne âgée. Et donc, le cadre dans lequel on vit, il faut aussi pouvoir, à un moment donné, le travailler et en échanger avec les personnes qu'on accompagne et leur famille. Et surtout, est-ce qu'on a le droit de re-questionner le cadre? Est-ce que c'est possible dans nos établissements et services de re-questionner le fonctionnement? Et est-ce qu'on peut avoir du pouvoir à un moment donné sur ce cadre-là? Et est-ce qu'on est entendu à un moment donné quand on n'est pas d'accord sur le fonctionnement de telle ou telle organisation? Vient l'âge adulte, à 20 ans, où on fait ses premiers choix, avec qui on a envie de vivre, son premier lieu de vie, le fait de pouvoir aussi s'émanciper de ses parents, de choisir un partenaire, de choisir un travail, de choisir un lieu de résidence. Vient ensuite l'âge des 40 ans et pour le vivre en ce moment, je peux vous dire que c'est une vraie remise en question à savoir mais qu'est-ce que je veux faire de ma seconde partie de vie? Avec qui j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ce travail-là? Et puis vient l'âge de l'avancée en âge, de la fin de vie. Comment j'ai envie de vivre ma fin de vie? Comment j'envisage ma retraite? Et puis comment je vois aussi ma fin de vie? Et on est aussi en ce moment en traversée dans la société française, en ce moment justement sur toutes ces questions de fin de vie. Et on voit bien que dans l'évolution de l'être humain, on a toujours besoin de s'autodéterminer. C'est vraiment un besoin permanent. C'est toujours un besoin, mais également dans un cadre. Et évidemment, par rapport aux personnes qu'on accompagne, on va avoir forcément des questions éthiques qui vont venir nous traverser. Et donc, c'est aussi nécessaire, moi, je pense, dans nos organisations, de se dire, quand on a des types de demandes particulières, comment on peut avoir des instances qui permettent aussi d'avoir des réflexions sur des dilemmes éthiques que vous pouvez avoir et comment on peut avoir de l'aide aussi à la décision, ou en tout cas des éclairages sur des problématiques que l'on peut rencontrer. Par exemple, j'ai rencontré des sujets où j'avais des personnes qui vivaient en masse et qui me disaient qu'elles souhaitaient pouvoir sortir pour aller en ville et avoir un peu d'autonomie et pas forcément être accompagné sur la ville de Lille. Donc forcément, ça nous a posé plein de questions entre à la fois comment on permet aux personnes
d'être entendus et de faire leur choix, de prendre le risque, mais par contre de ne pas les mettre en danger. Et c'est là où c'est important de vous dire que il n'est pas question de mettre en danger les personnes, mais par contre d'autoriser à prendre des risques pour leur vie, ça oui. Et on verra après quel outil on peut utiliser sur la question des risques. Donc l'autodétermination, c'est un besoin qui se manifeste tout au long de la vie. Et on sait que c'est lié aussi à nos motivations, et on va le voir aussi derrière, après, au travers d'un modèle autour de la motivation. Et par contre, quand on ne répond pas à la question de l'autodétermination des personnes, bah, ça entraîne des comportements empathiques, voire même ça entraîne des comportements problèmes. Combien de fois on a des troubles du comportement dans nos établissements parce qu'on n'est pas en mesure de prendre le temps d'écouter ce que veut nous dire la personne, de prendre le temps d'observer ce que la personne a à nous dire, de prendre le temps de répondre à ces demandes-là, et aussi d'avoir le bon outil de communication pour pouvoir communiquer avec elle. Et ça, je vous le dis d'emblée aussi avec les personnes polyhandicapées. Avant de se former à l'autodétermination, c'est aussi de se poser la question, c'est est-ce que les personnes ont un outil de communication alternative et amélioré pour pouvoir communiquer? Ça, pour moi, c'est la base. S'il n'y a pas d'outil de communication pour les personnes qui ne peuvent pas verbaliser, bah, ce n'est pas la peine de se former à l'autodétermination. Il faut d'abord mettre ça en place. C'est d'abord, est-ce que la personne a la possibilité de communiquer avec son entourage? Et ensuite, on peut travailler à la question de l'autodétermination. Mais s'il n'y a pas d'outil de communication pour les personnes qui sont non oralisantes, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'autodétermination, c'est un besoin. Et là, vous voyez, je vous présente ce qu'on appelle le modèle motivationnel. Un comportement qui est non autodéterminé, c'est quand il n'y a pas de motivation, donc il y a une absence de contrôle et d'intention, il y a vraiment une résignation, il y a un comportement qui est totalement apathique. Et puis après, il peut y avoir des motivations qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire quand on va avoir une motivation qui va être basée sur une récompense, sur le fait d'avoir quelque chose, sur le fait que si j'ai ce comportement-là, ben, je vais avoir cette récompense-là. On le retrouve beaucoup dans des modèles d'accompagnement de type ABA ou Teach, par exemple, pour notamment des profils autistes, où là, on est sur de la motivation extrinsèque parce que c'est l'extérieur qui va m'apporter, enfin, j'ai ce comportement-là parce que je vais avoir une récompense extérieure. L'idée du comportement autodéterminé, c'est comment on va vers une motivation intrinsèque. Donc vraiment, sur le fait d'agir par intérêt, sur le fait parce que j'agis par plaisir, parce que ça me plaît, que ça vient de moi, et que je n'agis pas, entre guillemets, par une motivation extrinsèque, parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, ou je veux répondre à une demande extérieure, ou ça fait plaisir à mes parents que je fasse tel ou tel choix. Donc, c'est comment, dans la question du modèle motivationnel, on passe d'un modèle de motivation extrinsèque, où j'agis par un intérêt extérieur, à j'agis par un intérêt intérieur, par vraiment ce qui me plaît à moi. Ça, je vais passer. Là, un deuxième modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle autour du modèle fonctionnel, pardon, qui a été travaillé par Wehmeyer et Lachapelle, qui sont des chercheurs nord-américains, et qui présentent l'autodétermination autour de 4 composantes, qui sont la question de l'autoréalisation, l'autorégulation, l'empowerment psychologique, on traduit en français par le pouvoir d'agir, et l'autonomie. Et on va le voir ensemble. D'abord, le pouvoir d'agir, donc c'est vraiment la question de la perception qu'une personne va avoir d'exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle peut prendre des initiatives? Et en tant que professionnel de l'accompagnement, qu'est-ce que j'observe de ces prises d'initiative par rapport aux personnes que l'on accompagne? C'est quand je vois qu'une personne prend une initiative, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle est proactive? Est-ce qu'elle est inactive? Est-ce qu'elle fait des propositions? Est-ce qu'elle prend la parole? Est-ce qu'elle a envie de communiquer? Et comment on reconnaît l'initiative, même si l'initiative n'est pas la meilleure? Et c'est là où c'est intéressant de se poser la question de comment je fais le distinguo entre l'intention qui est posée et l'action qui est mise en œuvre. Quelquefois, l'action qui est posée par la personne n'est pas forcément le bon comportement ou la meilleure façon, mais comment je viens par rapport à cette action-là questionner la personne en lui demandant mais quelle était ton intention derrière? Quelquefois, l'intention est bonne, mais quelquefois, l'action n'est pas bonne.
Et l'idée dans l'autodétermination, c'est comment je vais venir renforcer le pouvoir d'agir de la personne en essayant d'avoir des feedbacks avec elle, en faisant le lien de cause à effet, c'est-à-dire de dire, ben voilà, tu as pris telle décision, ça a eu telle conséquence, et comment on va l'amener finalement à avoir des moments d'apprentissage sur le fait que tu as pris cette décision-là, ça a eu cette conséquence-là, et qu'est-ce que tu en fais, toi, derrière, des conséquences par rapport à cette décision-là. Donc, c'est vraiment essayer de développer chez la personne le sens des responsabilités et vraiment de distinguer la question de l'intention de l'action. Est-ce que c'est clair pour vous, là, cette question de distinguer les deux et d'avoir ces temps-là de rétroaction et vraiment d'avoir ces processus d'apprentissage qui permet vraiment à la personne de monter en compétence et vraiment d'avoir du perception de contrôle. Et le pouvoir d'agir, il vient aussi questionner la question du cadre. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut questionner le cadre dans lequel on vit? Est-ce qu'on peut le remettre en question? Est-ce qu'on peut le faire évoluer? Est-ce qu'il peut s'adapter en fonction de la personne ou est-ce qu'il s'impose à tous? Ça, c'est des choses à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est la question de l'autonomie. Et là, quand on parle d'autonomie, souvent, on pense souvent à l'indépendance. C'est-à-dire, on limite cela à ce que l'on pense des personnes en situation de handicap, c'est tout de suite à ce qui n'est pas possible. Et l'indépendance, pour moi, c'est vraiment agir seul sans avoir besoin du recours à l'environnement, ou sans avoir recours à des aides techniques ou à un tiers. Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment la capacité qu'une personne va avoir d'aller chercher de la ressource dans son environnement dont elle a besoin. Par exemple, je peux être autonome pour me déplacer, mais j'ai peut-être besoin d'un transport adapté. Et c'est là où il faut faire le distinguo entre autonomie et indépendance. L'autonomie n'est donc pas l'indépendance. Si je veux faire du vélo, est-ce que je suis autonome pour être sur un vélo pousseur ou est-ce que je suis dépendant du fait que le vélo pousseur, on ne le fait que le lundi de 10h à midi? C'est-à-dire je peux être autonome, mais pas vraiment autodéterminé. Donc pareil, je peux être autonome dans une activité, mais est-ce que j'ai le choix de faire cette activité-là? Donc là, il y a vraiment nécessité, dans le cadre de l'autonomie comportementale, de proposer des opportunités qui vont permettre à la personne de choisir l'ordre de ses activités dans une journée et de faire le lien avec la question de l'autorégulation et du pouvoir d'agir. Donc vraiment de pouvoir travailler à l'autonomie et aussi de pouvoir travailler aussi à la question de la perte d'autonomie, parce que ça aussi, on peut aussi accompagner à la perte d'autonomie également dans nos établissements. Donc là, c'est toujours essayer de voir, notamment par rapport aux personnes que l'on accompagne, notamment les personnes polyhandicapées, essayer vraiment de quelles sont les compétences, quelle est l'autonomie qu'elle a, et même si c'est des tout petits niveaux d'autonomie, si elle sait juste tenir une cuillère pour manger, c'est est-ce qu'elle peut le faire dans les temps de vie quotidienne à la toilette, si c'est juste de pouvoir nettoyer son bras, mais qu'elle puisse au moins le faire. Donc là, c'est vraiment toujours dans l'idée d'à chaque fois d'individualiser l'accompagnement, de ne pas te faire à sa place, sous prétexte parce que ça va plus vite et qu'on n'a pas le temps, mais vraiment essayer de repérer sur tout à chacun ce qu'elle est en mesure de faire d'elle-même, par elle-même et pour elle-même. La troisième composante de l'autodétermination, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc là, c'est vraiment la capacité de la personne à anticiper les informations qu'elle va recevoir et d'ajuster ses décisions en fonction de l'environnement. Donc là, c'est le fait que comment la personne va apprendre à réguler son comportement en fonction de l'analyse de l'environnement dans lequel elle est. Est-ce qu'elle est en mesure d'adapter son comportement quand elle est dans l'établissement